à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Raconte-moi l'IE, série dédiée aux professionnels de l'intelligence économique. Aujourd'hui, nous retrouvons Christian Marcon, directeur de la Revue internationale d'intelligence économique, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication et responsable de l'axe intelligence stratégique internationale au laboratoire CEREJ. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de la R2IE, la Revue internationale d'intelligence économique. Bonjour Christian. Bonjour Léa. Alors Christian, qu'est-ce que la R2IE et à quoi sert-elle ? La R2IE, c'est la seule revue française de recherche qui soit entièrement consacrée à l'intelligence économique. Elle a été créée en 2009 par quelqu'un qui s'appelle Ludovic François, qui l'a dirigée depuis lors et jusqu'à l'été dernier. Et Ludovic François avait constaté qu'il y avait des professionnels qui étaient très investis sur le terrain, qu'il y avait des jeunes qui se formaient, mais que, alors qu'il y avait plein de chercheurs, il n'y avait pas de canal d'expression pour eux, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune revue dont on pouvait dire clairement « j'écris là parce que je fais de la recherche en intelligence économique et il est logique que je publie là ». Et donc il a lancé ça avec d'abord aux éditions Lavoisier. Il avait le soutien de quelqu'un qui avait la possibilité de financer le projet, parce que c'est un gros projet quand même à lancer. Et puis progressivement, ça a changé de rattachement et aujourd'hui la revue est éditée par un éditeur qui s'appelle VA, dont Ludovic François est toujours d'ailleurs le propriétaire. Donc c'est une vieille histoire, 11 ans pour une revue dédiée à l'intelligence économique, c'est quand même un très joli parcours, Et c'est à destination de qui cette revue justement ? La revue est d'abord à destination des chercheurs. C'est une revue académique, donc c'est le moyen qu'ont les chercheurs pour formuler les résultats de leurs travaux. Ça compte dans leur carrière, donc l'enjeu est important. Et c'est aussi pour eux la façon de partager ce qu'ils ont trouvé avec d'autres chercheurs, de manière à ce que, parfois par cumul, on finisse par avancer et non pas à refaire toujours ce que les autres ont déjà pu faire. Donc c'est d'abord une revue de chercheurs. C'est aussi donc une revue pour des étudiants, pour que les étudiants s'approprient ce que les chercheurs ont pu écrire pour nourrir leur propre formation. Et on tient beaucoup, et c'est une dimension qu'on va particulièrement développer dans les temps qui viennent, on tient beaucoup à ce que cette revue soit aussi une revue pour les praticiens. Parce qu'il y a une sorte de, je crois que les anglo-saxons diraient un no bridge, il n'y a pas de passage entre les praticiens d'un côté et les chercheurs de l'autre. Très souvent, on a le sentiment que les deux mondes s'ignorent, ce qui est surprenant d'ailleurs parce que quand on se rencontre, on a grand plaisir à discuter ensemble et à parler intelligence économique ensemble, mais en matière de lecture, les professionnels vont assez peu lire les textes des chercheurs. Et là, l'idée, c'est que la revue s'ouvre davantage aux professionnels et qu'on engage davantage, très clairement, le dialogue avec les professionnels. Et de sorte qu'il va y avoir des opérations avec interviews, on va toujours ajouter, on a déjà, mais on va développer des interviews de professionnels, on va lancer des débats, on va faire en sorte que les professionnels aient envie de nous lire et que cette liaison se fasse de façon un peu plus claire, parce que c'est vraiment c'est plus que dommage, c'est désespérant de se dire, d'un côté il y a des chercheurs qui mettent en évidence des mécanismes et de l'autre il y a des professionnels qui développent leur expertise sans qu'on puisse connecter les deux. Et donc on va essayer de faire ce passage-là et c'est une intention forte qu'on a avec nos deux rédacteurs en chef, Olivier Coussy et Audrey Knof. Justement, pourquoi vous avez choisi ce format-là et pas plutôt par exemple des vidéos, des débats, des conférences ? Pourquoi ce format écrit ? Ça, c'est une tradition. Il y a une tradition qui est faite que la science publie. Et donc, quand on dit qu'elle publie, habituellement, elle publie dans des revues, traditionnellement des revues écrites. Évidemment, depuis qu'on a la possibilité de faire des revues en ligne, on peut publier dans des revues numériques, ça, c'est pas une difficulté. Mais la vidéo, c'est un très bon moyen complémentaire. C'est-à-dire que lorsqu'on lit un texte de chercheur, on le lit à son rythme, on le lit et on le relit, on le surligne, on griffonne des choses à côté, et on n'est pas emporté ni par la voix, ni par le contexte, ni par l'énergie de la démonstration de la vidéo. La vidéo, c'est très bien pour vulgariser les choses, pour attirer l'attention sur quelque chose. Ça peut être une conférence enregistrée, c'est pas un problème, mais le texte scientifique, c'est quand même l'élément de base pour tout le monde. Après, évidemment, la question se pose du format. Doit-on faire long? Doit-on faire court? Doit-on faire particulièrement difficile pour montrer qu'on est encore plus scientifique que les autres? Probablement pas. En tout cas, c'est pas ma conception des choses. Mais le texte, à ce niveau-là, est assez incontournable. Encore une fois, parce que le chercheur, dans sa lecture, va à son rythme. Et lorsqu'il écrit lui-même les textes,
il a encore plus la possibilité de reprendre, de retravailler, alors que chacun sait qu'une vidéo, c'est un travail supplémentaire complexe de mise en forme. Et vous dites que c'est justement les chercheurs qui écrivent leurs textes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient corriger derrière, qui vient remettre en page, ou est-ce que c'est le chercheur lui-même qui va faire sa page dans la revue? Alors ça dépend des revues. Il y a des revues qui sont reconnues pour leurs exigences scientifiques. La Revue internationale d'intelligence économique en fait partie. Donc dans ces revues, il y a toujours un premier renvoi par l'auteur qui est soumis à une lecture, ce qu'on appelle en double aveugle, c'est-à-dire que les lecteurs ne savent pas qui est l'auteur, afin d'éviter évidemment qu'il donne une petite préférence à un texte qui viendrait d'un ami. Donc ils ne savent pas qui a écrit, et là il y a un travail qui est fait de relecture, et c'est un vrai travail de relecture de fond en général. Aussi bien sur le fond de la recherche, sur l'organisation du papier, sur la qualité des sources utilisées. Donc là il y a un gros travail essentiellement de fond. On en profite toujours s'il y a des coquilles d'écriture pour les signaler, mais l'essentiel c'est le travail de fond. Et donc après on retourne ça aux auteurs, et les auteurs doivent nous renvoyer une nouvelle version du texte en nous expliquant dans un document à côté comment ils ont pris en compte les remarques qui leur ont été faites. Donc il y a vraiment un suivi, et on n'est pas obligé d'ailleurs, à la suite de ce deuxième tour, de dire ok, le texte nous convient. On pense qu'il y a encore des choses à modifier. J'ai des collègues sur d'autres revues qui font 3, 4, 5 allers-retours comme ça. Donc la R2IE choisit d'être une revue scientifique de haut niveau, elle est reconnue en sciences de l'information et de la communication. Donc oui, il y a ce travail qui est fait. Mais vous avez aussi des tas de revues qui ne sont pas reconnues de la même façon, dans lesquelles ce travail-là n'est pas fait de la même façon non plus. Il y a même des revues qui vous disent si vous voulez être publié, il faut payer bien sûr pour être publié. Donc non seulement vous faites le travail d'écriture, mais en plus vous payez pour qu'on vous publie. Donc ça c'est non. Formellement, on demande simplement à nos chercheurs, autant que possible, de se mettre dans les canons de la revue, police de caractère, mise en forme des titres, etc. Mais on repasse toujours derrière, bien sûr. Ce qui est important parce que la qualité avec laquelle on fignole une revue est importante. On passe du temps toujours sur le titre, on passe du temps y compris sur la couverture, on passe du temps sur l'ordre des textes. Dans nos éditoriaux, on met aussi du temps pour essayer de donner à comprendre au lecteur l'ordre du texte, ce qu'il y aura dans les textes. Donc il y a un vrai travail éditorial qui est fait par la revue. C'est ce qui fait la différence entre une revue scientifique, où les chercheurs sont évalués par d'autres chercheurs, et un blog de chercheurs où le chercheur écrit ce qu'il a envie d'écrire, comme il a envie de l'écrire. Ça peut être extrêmement intéressant, mais c'est plus le même genre d'exercice. Comment vous choisissez les thèmes de ces revues et comment vous les imbriquez dans chacune des revues justement? Alors ça c'est du grand art, ça c'est l'art des rédacteurs en chef et du directeur. Disons plus sérieusement, il y a des revues qui sont effectivement des revues thématiques, des numéros thématiques, et il y a des numéros qui ne le sont pas. Parce qu'il y a des chercheurs qui, spontanément, connaissant la revue, ont envie de proposer un article. Donc là, on fait ce qu'on appelle un varia, c'est-à-dire qu'on va collationner des articles qui n'ont pas de fil directeur commun, mais qui sont tous de qualité. Pour ce qui est des thèmes, c'est un petit peu le rédacteur en chef et le directeur de la revue qui, soit ont des intuitions, soit entrent en dialogue avec des chercheurs. Les intuitions, c'est lorsque, à un moment donné, je me dis, c'est une revue internationale qui ne publie pas d'articles consacrés à l'intelligence économique telle qu'elle se pratique dans d'autres pays. Et c'est dommage. Et donc, c'est le rédacteur en chef, sur cette base-là, moi à l'époque, qui dit on va faire quelque chose sur la façon dont les Canadiens pratiquent l'intelligence économique. Et donc, je fais fonctionner mon réseau, je trouve une collègue canadienne de qualité, francophone, qui va elle-même trouver un collègue canadien de qualité anglophone, et à partir de là, on construit un numéro. Le thème, c'est ensuite de dire on n'a jamais rien fait sur la façon dont les Brésiliens pratiquent l'intelligence économique et peut-être plus l'intelligence territoriale. Donc là, on va aller chercher des spécialistes brésiliens pour coordonner les numéros, et puis on a fait aussi le Maroc. Et puis après, c'est aussi les affinités personnelles. Il se trouve que par ailleurs, je travaille sur la question de la communication responsable et durable, et à un moment, on se dit, mais on n'a jamais rien fait sur le développement durable et l'intelligence économique. Et donc après, l'idée consiste à dire, mais qui peut coordonner un numéro là-dessus, solliciter un collègue qui va ensuite développer tout ça. Là, pour le coup, c'est le travail du rédacteur en chef, du directeur de la revue, des gens qui sont dans le conseil scientifique également, de proposer en disant, ce sujet-là, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas traité, or il nous semble que ça a pas mal changé, ou sur tel sujet, finalement, on ne l'a jamais traité, et c'est un petit peu dommage. Et c'est comme ça qu'on en est venu à se poser des questions autour de... Alors, des choses qui sont parfois très, très spécifiques. Il y a eu un numéro sur le rapport, ce que la sémiotique,
donc l'analyse des signes, des symboles, des textes, des images, ce que la sémiotique pouvait donner à comprendre de l'intelligence économique. Et là, le numéro pour lequel on vient de lancer un appel à article est consacré à la guerre de l'information, la guerre informationnelle, la guerre par l'information. Et c'est un sujet qu'on n'avait pas encore traité depuis longtemps. Et on est donc constamment à la recherche de sujets un peu nouveaux pour venir, on va dire, donner des coups d'éclairage dans des pièces où d'habitude on va relativement peu, quoi. Et puis ça peut venir aussi de quelqu'un à l'extérieur qui nous contacte en disant « Voilà, j'ai une idée de numéro thématique pour la revue ». Ça peut venir de là aussi, bien sûr. On voit l'importance nécessaire du réseau, comme vous dites, parce que vous faites tous appel à quelqu'un. Donc ça, on en parlera dans un prochain épisode, pas de spoil. Donc, en quoi cet outil est un outil stratégique pour le domaine de l'intelligence économique et aussi pour l'IAE de Poitiers, étant donné que vous faites partie de l'IAE de Poitiers. Alors d'abord au niveau global, au niveau national, c'est important qu'il y ait une revue dédiée à l'intelligence économique. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui travaillent là-dessus, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, il y a des professionnels à interviewer, et ça n'est pas si évident finalement de publier sur ce sujet-là dans d'autres revues. Les revues qui s'intéressent à l'intelligence économique, dans le champ de l'information et de la communication, elles ne sont pas très nombreuses. Toutes celles qui s'intéressent très clairement à la communication disent en général « oui, mais ce n'est pas de la communication, donc les articles ne nous intéressent pas trop ». Celles qui s'intéressent à l'information sont peut-être plus réceptives. Mais il faut comprendre aussi qu'un chercheur, dans ce domaine-là, comme il a du mal à publier alors qu'il est évalué aussi sur la qualité et le nombre de ses publications, il est un petit peu déshérité. Donc parce qu'il y a des chercheurs en intelligence économique, il leur faut une revue donc au niveau national pour qu'ils puissent publier, à charge pour la revue d'être reconnue pour sa qualité, bien sûr. En ce qui concerne l'IAE de Poitiers, la revue est arrivée un petit peu comme une bénédiction. C'est-à-dire qu'on a créé à Poitiers le plus vieux DESS d'intelligence économique en France, qui est devenu un master depuis très longtemps. On a une équipe qui s'est engagée extrêmement tôt sur ce sujet, c'est Nicolas Moinet bien sûr. C'est moi qui ai fait la première thèse en France sur l'intelligence économique en 1998. On a développé non seulement ce master, mais un master à distance, un master en partenariat avec l'ILERI à Paris. Et on a des chercheurs là-dessus et on encadre des doctorants. Et quand je dis que c'est arrivé comme une bénédiction, c'est arrivé comme la possibilité de renforcer l'activité poitevine en matière d'intelligence économique. Finalement, 3 formations qui vont diplômer, bon an, mal an, une soixantaine, au moins 70 futurs jeunes professionnels, des travaux de recherche passablement nombreux, et la possibilité finalement, via la revue, d'animer les débats au niveau national, d'avoir un accès privilégié à des chercheurs qui identifient Poitiers comme un pôle d'intelligence économique et qui ont envie de collaborer avec nous. On est sur la formation, on est sur la recherche, on est sur la publication. Pour nos étudiants, c'est un atout fort. Pour les professionnels, c'est une occasion d'identifier un pôle qui peut être un vrai partenaire pour eux. Par contre, c'est un gros travail supplémentaire. Pour une équipe, piloter une revue de cette qualité-là, c'est un beau challenge et puis c'est une forme de reconnaissance aussi. C'est beaucoup de boulot, mais on se fait plaisir aussi. Heureusement. Comment on peut y avoir accès à cette revue? Parce que vous dites qu'elle est dédiée aux professionnels, aux chercheurs, mais aussi aux étudiants. Mais comment on accède à ces numéros qui sortent petit à petit? Alors les étudiants sont des petits vernis. Ils sont des petits gâtés parce que, en allant sur la plateforme Kern, ils ont un accès à tous les articles parus depuis le début. Donc là, pour eux, c'est parfait. Ça veut dire qu'un professionnel qui cherche un article peut aussi, alors il va payer le prix de l'article bien sûr, mais il peut passer par la même revue. Donc on a un accès en ligne. Et puis on a aussi un accès par abonnement, qui est la garantie d'avoir tout de suite le numéro dès qu'il est prêt. Puis il y a aussi certaines satisfactions, je crois, à travailler sur une édition papier parce qu'on soigne particulièrement la qualité du... C'est un bel objet autant que c'est un objet de science, un support de science. Et puis désormais, et c'est relativement frais, donc c'est presque un scoop, l'éditeur a fait en sorte, et je remercie là-dessus Hubert Delangle qui a travaillé là-dessus, que n'importe qui puisse aller dans une librairie en France, n'importe quelle librairie, ou aller sur Fnac ou Amazon et passer commande des numéros de la R2IE. Donc on les trouve véritablement facilement. Un article de recherche, c'est pas toujours très facile d'accès, mais par contre les interviews
sont directement accessibles pour les professionnels. Et c'est avec cela qu'on essaye vraiment de les convaincre de se joindre à nous, quoi. Et justement, vous avez parlé d'abonnement, et comment on accède à cet abonnement ? Alors très prochainement, j'espère bien qu'on aura un vrai site web de la revue, parce que pour l'instant, celui qu'on a est assez en déshérence et n'est pas à la hauteur du travail qu'on fait. Pour l'instant, pour l'abonnement, il faut aller sur le site de notre éditeur, VA, chercher Revue internationale d'intelligence économique, et vous arrivez sur la page de l'abonnement. Après, il n'y a plus qu'à cliquer, à faire un petit chèque et c'est parti. Et à l'heure actuelle, vous avez combien de revues disponibles ? On a publié 12 années, avec en général 2 numéros par année. Je crois qu'il y a une année où il y a eu un numéro unique. Donc on doit être à 23 ou 24 numéros parus, plus de 150 articles consacrés à l'intelligence économique, dans tous les domaines de l'intelligence économique. Il doit y avoir une bonne quinzaine d'interviews parues également. Donc il y a vraiment de la matière, à la fois, encore une fois, pour les chercheurs bien sûr, mais aussi pour les étudiants et les professionnels. Merci à vous en tout cas Christian pour cet échange. On espère que tous ceux qui nous ont écoutés ont découvert la revue internationale à travers cet échange également. On se donne rendez-vous donc à la fin de ce podcast avec justement la nouvelle édition qui vient de sortir et vous trouverez également le lien en barre d'infos. À bientôt.